Merci beaucoup. Bonjour. C'est pas facile d'être le dernier à parler tout juste avant qu'on aille manger. Hein? J'espère que vous allez pouvoir tenir le coup pendant encore quelques minutes. On n'ira pas manger, on aura une table ronde. Voilà. Ah, bon, parfait. Bon, moi, Ne partez ça me pas donne, après. ça me déculpabilise un petit peu. Moi, on m'a dit, il y a déjà assez longtemps, lorsque j'ai commencé ma carrière, on me disait, André, autant tu peux faire un discours formidable, extraordinaire, 6 mois après, les gens vont se souvenir de peut-être 10% de ce que tu as dit. Alors, si vous devez vous souvenir de 10% de ce que je vais dire, autant que ce soit le bon 10%. Donc, je vais souligner déjà à l'avance les 3 points que je voudrais laisser avec vous concernant l'open data et surtout l'open data pour l'agriculture. D'abord, pour que l'open data prenne sa pleine valeur, on doit pouvoir capitaliser sur multiples sources. Si on n'a qu'une seule source, évidemment, on est un peu limité. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous annonce qu'il y a un orage terrible qui va s'abattre sur nous, qui démarre dans 5 minutes et ça va continuer jusqu'à minuit ce soir avec un déluge, c'est un peu déprimant, mais ça ne vous donne pas grand-chose sur le moment. Mais si je vous dis en même temps, oui, mais à la réception, il y a quelqu'un qui vend des parapluies. Alors là, déjà, ça vous donne un deuxième choix. Et si je vous dis, et de l'autre côté, il y a un stand de taxi. Alors là, vous voyez, ça vous donne déjà plusieurs options, d'où l'esprit, en fait, de l'open data, c'est que c'est moi, je partage des données avec vous et que vous partagez avec... Donc, on est tous les deux gagnants. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Premier concept, multiples sources. Deuxième, c'est l'esprit de la circularité. Les gens nous disent souvent, oui, mais open data, il faut payer pour ça. Qui va payer? Comment on fait? L'idée, c'est qu'il faut que la genèse d'open data, il faut que ça produise davantage de bénéfices pour celui qui reçoit, pour l'inviter à réinvestir là-dedans et à faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, l'esprit de circularité dans l'open data, c'est un des éléments clés. Et le troisième, pour assurer la pérennité des projets d'open data, il faut s'assurer que les projets soient conçus, sinon par les usagers, au moins avec les usagers, pour que ça corresponde réellement à ce qu'ils visent, que ça solutionne leurs problèmes ou que ça leur ouvre des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas eues avant. Donc, je vais démarrer par, on me dit d'aller vite, mais je vais sacrifier 1 minute et demie de ma présentation juste pour partager avec vous un petit clip qui, je l'espère, saura vous inspirer un petit peu. Là, je pense que ça illustre un peu le point que j'essayais de mentionner tout à l'heure sur l'utilité qu'il y a à avoir multiples sources d'input lorsqu'ils sont bien intégrés, bien coordonnés, comme dans l'exemple que vous venez de voir. Maintenant, juste là, voilà. Ceux qui connaissent moins Godin, on a été créé, conçu par le G7, le G20 après, dans l'esprit de créer une entité qui allait contribuer à partager la connaissance, à établir une passerelle de partage des connaissances en utilisant les données comme instrument principal et qu'on essaie de faire une passerelle mondiale pour pouvoir transférer ce qui fonctionne bien à un endroit qui peut être utile à l'autre, pour synergiser, mettre ensemble nos idées pour créer des nouvelles choses. Donc, en 2015, on avait 4 ou 5 partenaires fondateurs, dont la FAO, les États-Unis, l'Angleterre, quelques autres pays. Maintenant, le mois dernier, on était déjà un petit peu plus avancé. On vient de dépasser le cap des 1000 organisations membres, qui sont des gouvernements, des organisations nationales et internationales, des centres de recherche, des compagnies privées, qui sont toutes unies par ce principe-là, que si on travaille ensemble, on met des connaissances en commun, on crée, on innove ensemble, on va être plus fort, on va réussir à atteindre la sécurité alimentaire mondiale qu'on vise à l'horizon 2050. On parle de données, tout ça, on va partager les données, ça va résoudre bien des problèmes. Il y a toutes sortes de données, donc entendons-nous bien. Ici, j'en ai mis quelques-unes, j'aurais pu en mettre le double. Mais ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que ce qui a le plus d'impact au niveau de la production agricole, c'est 3 types de données en particulier, les données géodéta, les données satellitaires, les données météo, les données marché. Ce sont les 3 qui semblent avoir le plus d'impact. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation de ces données-là, soit indépendamment ou en combinaison de différents endroits du monde pour essayer de vous illustrer les principes, non plus nécessairement de la multiplicité des sources, oui, de la circularité et de la pérennité. Donc, d'abord, je voudrais juste vous présenter Bob. Bob, lui, c'est un cultivateur. Il fait partie des 500 et quelques millions de cultivateurs qui produisent et connaissent essentiellement une agriculture de subsistance. C'est à peu près ce qu'ils font. Ils travaillent dans des conditions très difficiles, comme on le voit. Et donc, lorsqu'on pense à ces 500 millions
d'agriculteurs et on leur dit, voici, l'open data, ça va être votre solution. Bob, c'est un peu loin de sa réalité. Et pourtant, il faut qu'on trouve un moyen. Vous savez, en Afrique, ou dans le monde, en fait, dans les 500 et quelques millions d'agriculteurs, il y en a 90 % qui ont 4 hectares ou moins. En Afrique subsaharienne, 80 % ont 2 hectares ou moins. Alors, vous voyez, c'est des très petites fermes. Alors, comment peut-on compétitionner avec 2 hectares comparé à quelqu'un qui a 20 000 hectares? C'est un peu difficile, sauf si on arrive à se démarquer, d'avoir une productivité plus importante ou avoir des produits différents. Alors, enfin, je vais vous donner quelques exemples. Donc, Bob, on va voir comment on peut l'aider. Bob, comme beaucoup d'autres cultivateurs, tiens, Faisal, tu vas aimer celle-là, peut-être c'est un exemple du Maroc. Il fait face à beaucoup de difficultés. Les changements climatiques qu'on connaît, c'est un des obstacles principaux dans le domaine de l'agriculture. Ça, c'est un exemple justement du Maroc. Si on regarde la partie de gauche, dans ces années-là, c'était des années relativement normales en termes de saison des pluies. Grosso modo, il y a 6 mois où il pleut. Après, il y a 6 mois où il ne pleut pas. Donc, on se planifie un peu comme ça. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, et pas seulement au Maroc, un peu partout, vous voyez maintenant, on se retrouve dans ces années-là où il y a des mois où il ne devrait pas pleuvoir et il pleut, et il y a d'autres mois où il devrait pleuvoir beaucoup et il ne pleut presque pas. Alors, ce n'est pas facile de gérer ça, surtout si on travaille par habitude. Vous savez, l'agriculture, c'est une industrie très traditionnelle, hein? Les gens ont l'habitude de faire ça. Au Zimbabwe, il n'y a pas très longtemps, je demandais aux gens quelles sont les périodes importantes dans votre cycle agricole. Il y en a un qui dit 9 septembre, 9 septembre. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il y a 9 septembre? Et il y en a un autre qui dit, c'est mon anniversaire. Je dis, ah bon, mais c'était pas ça qui est le plus important. Et les autres ont dit, non, c'est parce que le 9 septembre, c'est la journée où traditionnellement on plante. Donc le 9 septembre, tout le monde au Zimbabwe, on plante. Mais là, quand on voit ça, on risque, si on plante toujours le 9 septembre, on risque une année d'être 3 semaines trop tôt ou 3 semaines trop tard et donc avoir un impact très négatif sur notre récolte. Tandis que si on utilise les données météo, pas celles qu'on voit à la télévision, des données un peu plus précises, on peut arriver à mieux gérer ça et avoir des résultats comme ici. Faisal, c'est à ça que je parlais. Ça, c'est une organisation de cultivateurs de la région de Meknes au Maroc. Vous voyez ce que vous avez en orange, c'est l'agriculture traditionnelle qui faisait avant, et maintenant, ça ici, c'est une approche plus scientifique, utilisant davantage les données. Alors, juste sur ces deux types de récoltes-là, on voit par exemple que pour le blé, on avait traditionnellement 10 € par hectare, maintenant on est à 300. Pour les lentilles, c'est encore plus. On avait 210 € par hectare, maintenant c'est 1 000 € par hectare. Donc, vous voyez l'utilisation des données. Dans ce cas-ci, c'était réellement au niveau des données météo, donc principalement une source de données. Et déjà, on a eu des résultats assez importants. On a vu des exemples un peu comme ceci, un peu plus tôt, où l'utilisation des données des données satellitaires, permettent donc de mieux comprendre le sol, de mieux l'analyser et de mieux réagir. Ça, c'est un projet qui a eu lieu en Afrique du Sud où l'objectif était, vous savez, ils ont des gros problèmes d'eau là-bas, c'était de réduire la consommation d'eau de 30 % sur 5 ans. Ils ont atteint cet objectif-là après 18 mois parce qu'on a entendu des conclusions semblables ce matin. Ils se sont rendus compte que plusieurs zones étaient sur-irriguées, alors quelques rares zones, quelques autres étaient insuffisamment. Alors en rebalançant, ils ont réussi à atteindre cet objectif-là en 18 mois et à augmenter la surface irriguée de 25 % avec la même quantité d'eau réduite. Donc vous voyez, c'est quand même une avance assez importante. On a vu des images comme ça. Ce que je dis souvent, c'est que Bob, il est un peu loin de ça. Il n'est pas vraiment à ce niveau-là. Donc, dans beaucoup de pays, même dans les pays plus avancés, on a une phase transitoire dans laquelle on vit maintenant, où ces services d'information, d'open data, sont fournis par des intermédiaires, jusqu'à ce que la capacité locale et gouvernementale se développe à ce point-là. Donc, vous voyez, ça, c'est quelques exemples de ça, comme on a vu dans des présentations ce matin. Plus avancé, ça, c'est au niveau de la prédiction des récoltes, prévision agricole. Ce que vous voyez là, c'est en Ukraine, où on utilise des technologies assez avancées pour calibrer les algorithmes qui permettent d'analyser l'information satellitaire qui descend. Donc, ce qui nous permet maintenant non seulement de faire la différence entre les différents types de récoltes, mais de mieux prévoir non seulement la quantité, mais aussi la qualité des récoltes qui vont être espérées de ce qu'on plante. Donc, c'est une utilisation très importante pour les gouvernements, pour ceux qui sont dans l'assurance récolte, pour les agriculteurs en général. Bob, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Bob, si je lui dis, Bob, il n'y a pas de problème, les données sont toutes disponibles, ça va régler ton problème. Vous voyez, c'est un peu loin de lui. Alors, comme on a un petit peu vu ce matin, il faut que quelqu'un arrive à prédigérer ça un peu pour transformer ça d'une telle façon que Bob et ses collègues puissent l'utiliser. Beaucoup de gouvernements font ça. Ça, c'est un exemple de USDA qui date déjà d'un certain temps, mais déjà à l'époque, sur ce site seulement, ils avaient à l'époque près de 250 000 jeux de données. Alors, vous voyez, c'est quand même... il y a quand même beaucoup de données qui sont disponibles. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de gouvernements pour les encourager à faire de même, pour permettre à leur secteur privé en particulier d'utiliser ces données-là pour développer de nouvelles applications ou des équipements plus adaptés. Des centres de recherche aussi. On est en France, bien sûr. L'INRA est un de nos partenaires. Voici une de leurs pages. Je ne sais pas pourquoi elle est en anglais. Déjà, il y avait 75 000 jeux de données ou à peu près qui étaient disponibles. Donc, une source d'information extraordinaire qu'on qu'on peut utiliser pour arriver à la mettre à la disposition de Bob et puis des autres. J'ai discuté avec l'ancien secrétaire général de l'INRA justement à ce sujet-là, M. Houillet. Il me disait, juste avant qu'ils ouvrent un grand nombre de données, il me disait, moi j'ai un dilemme parce que moi je vise, nous, à travers toute la recherche qu'on fait, finalement on vise à aider les petits producteurs, les gens comme Bob. Mais on sait que si on ouvre toutes ces données-là d'un coup, les seuls qui vont pouvoir l'utiliser, vraiment, c'est les grandes compagnies, les grandes entreprises, et ce n'est pas vraiment à eux qu'on vise. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Bon, finalement, il y a surmonté ça, puisqu'ils ont tout ouvert comme ça. Mais donc, ce qu'on doit faire, c'est de trouver des façons d'utiliser ça pour apporter ça à la portée de Bob. Il y a des organisations de cultivateurs un peu partout dans le monde, d'agriculteurs, qui se sont organisés d'eux-mêmes. Ils ont dit, nous, on va aller chercher l'information qui nous est utile, l'information même entre nous, membres, les produits qu'on vend, les produits qu'on achète. On va essayer de les regrouper et puis de se donner une plateforme où on pourra mettre en commun nos ressources pour acheter moins cher, vendre à meilleur prix, accéder, parce qu'on travaille ensemble, à des nouveaux marchés auxquels on n'avait pas accès avant. Ça, c'est Cultivando Futuro. C'est une petite coopérative qui n'est plus si petite. Maintenant, c'est plusieurs milliers d'agriculteurs colombiens qui ont fait ça. Une autre façon d'amener les données plus importantes à la portée de Bob et des autres, j'achève, c'est à travers des applications très simples. Vous voyez, ça, c'est les téléphones intelligents. J'aime bien ces deux applications-là parce qu'il y a l'esprit de circularité qui est autour de ça. D'abord, ces deux exemples, il y a plein d'organisations qui ont des applications un peu semblables, mais moi, j'aime bien ces deux-là. Ils visent à aider les agriculteurs à contrôler les infestations, soit d'insectes, soit de plantes invasives. Alors, si moi, j'ai tout d'un coup un insecte que je n'ai jamais vu qui est en train de bouffer ma récolte, je ne sais pas ce que c'est, mes voisins ne savent pas non plus, les agronomes sont loin, on ne sait pas quoi faire, mais avec ça, cette application-là, ce que ça fait, on prend une photo de la bestiole, ça part au bureau de la compagnie et ça compare l'image avec des millions d'autres données. Et ça vous revient en quelques secondes pour vous dire, voici cet insecte, c'est ça, ce que ça fait, c'est ça, et pour vous en débarrasser, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Évidemment, pour vous en débarrasser, ils vont dire, by the way, on a aussi des produits qui sont très efficaces pour ça. Donc, pour eux, c'est ça, ça leur sert d'instrument de marketing, mais en même temps, ça permet d'alimenter le système. Ça, l'exemple, notre collègue de DRC ce matin, il a fait une référence à un système qui est un peu inspiré de ça. Ça, c'est un organisme qui s'appelle Isoko, qui est origine du Ghana, et qui a développé un système qui combine les données météo, des données agricoles et des données marché. Donc, un peu les trois que j'ai mentionnés tout à l'heure. Vous voyez, cette dame, elle fait pousser des ananas. Ce que ça lui dit, sur l'écran de gauche, vous ne pouvez probablement pas le lire, donc vous devrez me faire confiance. Ce que ça lui dit, non, attention, ce n'est pas le moment de planter, les pluies sont retardées, ça va venir la semaine prochaine. Donc, il faut attendre une autre semaine encore avant de planter. Donc, oui, ça lui donne des conseils pour mieux gérer sa production agricole. Le deuxième écran, c'est qu'une fois qu'elle a récolté, ça lui donne des informations marché. Oui, ça lui donne une dizaine de marchés dans les environs avec le prix des ananas à ce jour. Donc, à tous les jours, lorsqu'elle est prête à vendre, au lieu de vendre à son intermédiaire habituel, elle peut dire non, l'autre à côté, il me donne 10 % de plus. Résultat, les gens qui sont sous le système des SOCO, ils ont en moyenne entre 15 et 30 % d'augmentation de revenus par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc, c'est assez considérable. Et SOCO, maintenant, est dans 16 pays africains, 350 000 agriculteurs. Donc, oui, c'est quand même... ça, je vais terminer là-dessus. Je m'excuse, ce n'est pas tellement semblable à la Vendée, mais ça illustre bien le principe de la circularité. Ce projet-là, c'est un projet qui est formidable, je trouve, qui est au Mali, qui a été complètement conçu par les pastoralistes. Voilà, les pastoralistes, c'est une industrie importante au Mali.
Le principe des pastoralistes, vous le savez, c'est qu'ils se déplacent un petit peu tout le temps parce que dès qu'on arrive quelque part, le bétail bouffe un peu ce qu'il y a à consommer et puis quand il n'y en a plus, il faut aller à un autre point d'eau pour continuer. Traditionnellement, ça fonctionnait bien, mais maintenant, avec les changements climatiques, ils nous disaient, ces gens-là, on arrive à l'autre point d'eau habituel, c'est sec. Alors là, il faut se précipiter pour en trouver un troisième avant que notre bétail ne décline. Et puis, effectivement, ils avaient des pertes jusqu'à 10-15 %. C'était assez fréquent à cause de ça. Donc, maintenant, on a fait un partenariat entre la compagnie Orange, la compagnie de téléphone, l'Agence spatiale néerlandaise et quelques autres partenaires sur le terrain, où l'idée initiale de ce projet-là, pour répondre à leurs besoins, c'était que lorsque moi je suis au point A, puis je veux aller au point B, je l'indique là-dessus, et puis là, je vais tout de suite pouvoir voir que non, au point B, c'est sec, que je dois aller plutôt au point C. Donc ça m'évite le problème que j'avais avant. Mais eux, ils ont bonifié le système en disant, ouais, mais si moi je m'en vais au point B, et puis j'ai 20 têtes de bétail à vendre, alors, je peux les injecter dans le système, ce qui fait que si vous êtes en direction du point B, où je me dirige et que vous cherchez justement à acheter des têtes de bétail, bien là, ça vous donne une information de plus. Donc, vous voyez, ça permet d'alimenter le système et de faire tourner la roue. Donc, c'est un bon exemple de circularité. Tout le monde y gagne. Orange, ils ont plus de clients au téléphone. Les pastoralistes, ils ont un taux de satisfaction d'au-delà de 90 %. Les pertes sont réduites et le système survit de lui-même. Donc, vous voyez, c'est un peu le point que je voulais mentionner. C'est un peu court, je m'excuse, je suis allé un peu rapidement. Si vous avez le temps, allez faire un petit tour sur notre site, c'est godan.info. Il y a plein de publications, il y a des vidéos, il y a plein de trucs intéressants, puis il y a une invitation à vos organisations respectives à vous joindre à notre réseau. Merci. Merci beaucoup, André.